Alors, on voulait vous en parler parce que les Allemands donnent le sentiment de vouloir défendre leur industrie. On a eu le ministre de l'économie, Peter Altmaier, qui s'est dit prêt financièrement à défendre et à prendre une participation de l'État voilà, dans les fleurons industriels si d'aventure ils étaient menacés par des appétits étrangers. Bonjour Franck de Dieu. Bonjour. Professeur à l'IPAC Business School, l'Allemagne change, c'est ça? On la voit tous comme étant libérale, ordolibérale, libre-échangiste. La voilà protectionniste. Et vous n'êtes pas plus étonné que ça, hein? Non, je suis pas étonné, d'abord parce que les Allemands suivent, en fonction des circonstances, leur intérêt national. Alors, effectivement, il y a une histoire de conjoncture, puisqu'ils ont été assez traumatisés par l'acquisition d'un géant de la robotique qui s'appelle KUKA, par un Chinois Midea, qui était aidé par Pékin financièrement. Alors évidemment, le ministre de l'économie a décidé finalement de faire la même chose, de se dire, au fond, si les fleurons allemands étaient attaqués, eh bien on pourrait non seulement, je dirais, par décret, dire qu'on ne touche pas à ces acquisitions, à ces fleurons-là, mais aussi les soutenir financièrement, quitte à parler de nationalisation temporaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est quand même un membre de la CDU, c'est pas vraiment un marxiste du tout, hein, il ne rêve pas d'abattre le mur de l'argent tous les matins. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en France, il y a une espèce de complexe libéral. Quand Montebourg avait dit, nous, face à ArcelorMittal, ben on va imaginer de nationaliser une partie des biens en France et en Lorraine. Ça avait été toute une histoire disant le fantôme de Pierre Mauroy qui revient, qui plane, etc. Les nationalisations, ah là là, mon Dieu, les marxistes. Pas du tout. Je dirais que c'est la preuve que l'Allemagne, alors on peut aussi le reprocher au nom d'un certain cynisme, mais aussi on peut l'admettre simplement, c'est qu'en fonction des circonstances, eh bien, parfois, lorsqu'ils ont un intérêt national à être favorables au libre-échange, ils sont favorables au libre-échange et leur exportation s'en porte bien. Et puis, parfois, eh bien, ils se disent qu'ils sont protectionnistes, à l'inverse des Français, qui ont une espèce de petit complexe libéral un peu, je dirais, un peu facile, quoi. De vierge effarouchée. Voilà, de vierge effarouchée. C'est un peu... Voilà, mais il y a une tradition protectionniste en Allemagne? Oui, alors ça, c'est ça qu'il faut absolument regarder, parce qu'ils ont quand même un surmoi protectionniste très important. Il y a une tradition, je dirais, qui est protectionniste, mais je dirais plus généralement, en matière économique, hein, de patriotisme économique très fort. Alors, vous avez un auteur, je ne veux pas être trop docte, mais c'est Frédéric List, hein, qui a au milieu du 19e siècle publié je dirais un ouvrage qui va, je dirais, être favorable à ce qu'il y ait une union entre l'industrie et la nation. Pour lui, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'idée d'un patriotisme économique, c'est au cœur de la nation. La nation et l'industrie, l'individu et le producteur, le consommateur et le citoyen ne font qu'un. C'est ce qu'il appelle l'harmonie des forces productives. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas tout à fait un hasard. Vous allez avoir la Zollverein, c'est-à-dire l'union douanière, qui va correspondre à peu près eh bien, à la naissance de l'État allemand, de la nation allemande, de l'Empire allemand. Et donc, vous avez historiquement une sorte de coïncidence forte entre l'industrie et la nation. En France, eh bien, ce lien va se faire. Il est schizophrénique en France, hein, ce lien. Ce lien est schizophrénique et il passera par la dimension politique. La France est une nation politique où le lien entre l'État et la nation, entre le citoyen et l'État-nation, se fait par de considérations, je dirais, beaucoup plus abstraites, beaucoup plus universalistes et donc politiques. En Allemagne et dans une certaine mesure aussi aux États-Unis, par l'intermédiaire d'un autre homme politique et penseur qui s'appelait Hamilton, eh bien, il y a une sorte de fusion, je dirais, organique hein, entre la nation et l'industrie. Ouais. Et la différence donc, entre des groupes comme PSA alors, on pourrait prendre l'exemple d'automobile. Oui, parce que là, je vous parle quand même du milieu du 19e siècle. Non, mais je vous parle du milieu du 19e siècle, mais je vais prosaïquement. Oui. Je vais vous dire que ça a quand même des prolongements qui se voient encore aujourd'hui. Je vous donne quelques chiffres. Dans l'automobile, entre 2006 et 2016, les effectifs allemands de Volkswagen et de BMW, pendant ces 10 ans, ont augmenté de 48%. Sur le sol allemand. Sur le sol allemand.
d'accord, à la faveur d'investissements, d'acquisitions sur leur sol. Alors que en revanche, dans le même temps, Renault et PSA, hein, ouais. Enfin Peugeot, Citroën, les deux marques françaises additionnées, ont réduit leur effectif dans le même temps de 37% en France. Ben Donc vous voyez, oui. C'est quand même très fort, ça, très La puissant. réponse, c'est parce que c'est une question de coût, tout ça. Ce n'est pas une question de coût, ça c'est pas vrai. Dans le domaine industriel, le coût du travail allemand n'est pas du tout faible. Il est dans les services, effectivement, avec la loi Hartz, mais il n'est pas vraiment... Là où je vous donne raison, c'est qu'il peut y avoir une différence au niveau du traitement fiscal. L'impôt sur les sociétés a baissé largement en Allemagne, pas en France. Et effectivement, ça peut être une incitation, je dirais, à aller, je dirais, produire ailleurs. Mais là aussi, historiquement, vous avez quelque chose de très très puissant, qui est lié d'ailleurs à Liszt et à ce patriotisme économique, c'est que les Allemands vont essayer d'exporter à partir de leur base productive sur leur nation. Pas la stratégie française. La stratégie française, c'est une stratégie qui est une stratégie de se mettre au plus près du client. On se met au plus près du client. Un niveau de gamme qui n'est pas le même non plus. Alors oui, mais au-delà de ça, parce que ça date d'une société comme Air Liquide, dès 1907, je crois, ou 1911, décide de construire une usine au Japon. Michelin aux États-Unis dès le début du XXe siècle. Pas les Allemands. Les Allemands vont exporter. Ouais. Ils vont avoir une logique d'exportation. Par-delà la qualité des services. Hein. Donc ça, c'est très important. Et puis, quelque chose aussi d'extrêmement important, qui provient aussi de ces conceptions différentes du patriotisme, c'est qu'en France, il est assez universaliste, il est assez abstrait, et il se fonde sur, je dirais, il est cimenté par l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire les Allemands ont du mal à comprendre cela, il n'y a pas de contradiction entre la nation et l'universel. Hein. La nation, c'est le socle de l'universel, et l'universel est le socle de la nation. On a envie d'avoir une aspiration, je dirais, convergente entre l'idée de fierté nationale et l'idée de tendre vers l'universel. Hein. Eh bien, ça, en France, à partir du moment où l'État s'est désengagé dans les années 80, eh bien, il est resté, je dirais, l'universel nu, seul, sans avoir pour appui l'État. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, cet universel, à partir du moment où il est détaché de l'État, il est détaché du patriotisme. Et donc il faut le réattacher à l'État, et c'est le problème de la France, c'est ça C'est le problème de la France qui a décidé d'avoir un universalisme, finalement, à sa part des grands patrons, un universalisme un peu abstrait, qui est détaché de l'État, du citoyen, et donc, quelque part, qui prend une allure un peu je dirais, plutôt élitiste, en fait, vous voyez, c'est de se dire, c'est une idée. Donc, le rapport avec l'actu, c'est encore une fois, c'est le ministre des Finances, Peter Altmaier, qui dit, voilà, en gros, on va se protéger contre des OPA hostiles, mais en France, on le ferait aussi. Alors, et on ne va pas le dire comme ça, là, c'était annoncé par un membre du gouvernement, mais en France, on sait bien que tout est stratégique en France, même le yaourt. Hein. Oui, tout est stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de culpabilité. Et on finit là-dessus. Il y a une culpabilité à se dire pour le patriotisme économique. Alors, moins maintenant, hein, depuis le milieu des années 2000, et notamment depuis Dominique de Villepin a fait une sortie, etc. Un peu moins, mais de la part des politiques, mais encore de la part des patrons, vous avez une sorte de culpabilité à l'égard du patriotisme, mais au contraire, la tentation d'aller vers l'universalisme désincarné. Pas avec l'idée de la citoyenneté, non, un universalisme un peu abstrait. Donc virage protectionniste, en tout cas des Allemands, c'est ce qu'on retient, c'est ça. Hein. Exactement, virage protectionniste des Allemands. Et c'est pas pour lui déplaire, ça on a compris ça. Hein. Non, c'est pas pour me déplaire, mais il faut bien comprendre, pardon d'avoir été insistant sur cette dimension un peu, je dirais, historique, mais tout cela a des raisons profondes en fait, des raisons profondes. Bon, voilà, donc c'était le point de vue signé Franck Dedieu, donc professeur à l'IPAC Business School. Merci Franck.